Ok, alors salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tranquille, agréable, où il n'y aura pas de controverse, pas de polémique, pas de méchants commentaires que je vais devoir supprimer. Non, ça je crois pas. Mais je vous retrouve pour une vidéo très agréable, une vidéo sur la littérature, c'est les vidéos que je préfère. Je vais vous parler des livres que j'ai préférés durant l'année 2017. J'ai vraiment du mal à me dire qu'on est en 2018, c'est incroyable, mais bon, c'est bien le cas. Alors l'année 2017 n'a pas été une année super intéressante, on va dire, pour moi en littérature. Enfin super intéressante, en tout cas ça n'a pas été l'année la plus merveilleuse et la plus réjouissante, tout simplement à cause de l'agrégation. J'ai dû... et de mon mémoire, mais le mémoire c'était que du positif. La première partie de l'année a été occupée à beaucoup de lectures autour de mon mémoire, mais ça c'était du bonheur pur et dur. Et la deuxième partie a été occupée à des lectures autour de l'agrégation, où là le bonheur a clairement diminué. Le premier livre que je vais mettre dans mes favoris de l'année 2017, ça sera Giovanni's Room de Baldwin. Alors, je sais pas comment ça a été traduit en français, peut-être La chambre de Giovanni ou quelque chose comme ça. C'est un court roman, a novella en anglais on dirait, sur la rencontre entre deux hommes à Paris, un Américain et un Italien, tous les deux étant gays, et leur relation, mais pas que. Il y a beaucoup de choses autour, notamment la question d'accepter ou pas son homosexualité, la question de est-ce que cette relation est saine ou pas. Il y a également le contexte, historiquement parlant ça ne se passe pas du tout à notre époque, donc beaucoup de données sont quand même assez différentes. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé qu'il était complexe et qu'il abordait pas du tout les choses d'une manière unilatérale, univoque et assez simpliste. Ça peut parfois être le cas, je trouve, lorsqu'on s'attaque à quelque chose qui relève un petit peu du personnel ou de l'autobiographique, ou parfois être assez décevant lorsqu'on est lecteur. Alors que là, il y a vraiment une recherche qui est incroyable et une tendresse, j'ai envie de dire, et aussi une dureté, un certain côté cruel et amer dans ce livre que j'ai vraiment adoré. Le deuxième livre sur ma liste, c'était La colline de Giono. Alors, très surprenant parce que je dois vous avouer que je n'avais jamais rien lu de lui et j'étais pas forcément super emballée. En fait, à la Greg, il y a apparemment un oral surprise sur on ne sait pas quelle œuvre. Et donc je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement d'œuvres que je n'ai pas lues. Et j'ai décidé de choisir quelques tout petits classiques, histoire de, voilà, parce que j'ai pas le temps de lire des gros. Et j'ai sélectionné celui-là, enfin voilà. Et en fait, j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que c'était un... Alors, et de manière assez surprenante, c'est un livre que je pense que je ne l'aurais pas du tout apprécié si je l'avais lu il y a quelques années. Du coup, c'est aussi très intéressant toujours peut-être de revenir sur certains livres qu'on n'a pas aimés, parce qu'avec le temps, nos goûts changent, nos références changent, notre perception change. En tout cas, surtout quand on étudie la littérature, je pense qu'après on cherche et on retrouve et on perçoit différentes choses dans les romans ou dans les poésies ou peu importe d'ailleurs. Et donc c'est l'histoire d'un petit village où un homme, l'ancien du village en Provence, l'ancien du village est en train de mourir et lors de son agonie, des choses assez néfastes se produisent dans le village. Notamment, on aperçoit un chat noir, la source d'eau se tarit, et donc les autres villageois commencent à se demander mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec ce vieux qui est en train de mourir? Et c'est super court également. Et en fait, ce que j'adore, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément quand j'arrive à trouver ça chez un auteur ou dans un livre, je me dis j'adore, c'est de prendre quelque chose qui apparaît comme totalement insignifiant, mais vraiment totalement insignifiant, et d'arriver à en faire une histoire, mais sans ajouter d'éléments dramatiques dedans. C'est-à-dire que c'est pas histoire de dire vous prenez votre rue derrière chez vous et vous faites un meurtre. Non, là vous rajoutez de dramatique et au final c'est pas... Bon, ça a sa valeur, ça peut être intéressant, mais c'est pas ça que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est vous m'écrivez sur votre petite rue derrière chez vous, et sur ce qui s'y passe vraiment, mais vous arrivez à m'écrire autre chose à rendre ce lieu pour moi intéressant. Et c'est ce que je retrouve très souvent dans la littérature japonaise, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la littérature japonaise. Et j'ai trouvé ça dans Giono. C'est-à-dire que les superstitions d'un petit village, les relations somme toute très banales d'un petit village, la vie très ordinaire d'un tout petit village en Provence, revêtent une dimension presque mystique et mythique même, et mythologique j'ai envie de dire. C'est incroyable. Et alors le rapport à la nature et aux animaux dedans est incroyablement intéressant. Du coup, ça a vraiment été pour moi l'une des plus belles découvertes de 2017.
Et je vous encourage à lire parce que c'est super court et je pense que c'est une œuvre qui est assez différente de ce qu'on peut lire traditionnellement. Le troisième livre, c'est La Terre nous est étroite et autres poèmes de Mahmoud Darwish. Alors j'ai déjà fait une poésie sur... j'ai déjà fait une vidéo sur Mahmoud Darwish, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Elle sera quelque part. Mais en tout cas, voilà, j'adore Mahmoud Darwish, ça se confirme, ça se confirme. Le quatrième, c'est ça? Oui, le quatrième livre, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Alors, l'éducation sentimentale de Flaubert est au programme de la grecque cette année, ce qui fait que là, j'en suis à ma 8e lecture, je crois, de l'éducation sentimentale. Mais j'adore l'éducation sentimentale, c'est vraiment mon livre préféré, je l'aime énormément. Et du coup, le fait de l'avoir à la grecque, c'est un cadeau empoisonné parce que c'est génial de lire, de relire l'éducation sentimentale. C'est génial d'avoir des cours sur l'éducation sentimentale, néanmoins, et ben forcément, quand vous aimez beaucoup un livre et que vous l'avez beaucoup lu et que vous êtes quelqu'un qui aime la recherche et qui a envie de faire de la recherche, vous avez plutôt, je pense, envers ce livre, une attitude comme si vous alliez faire un mémoire dessus. Et pas comme si vous alliez faire une dissertation qui doit répondre à certains impératifs fixés par la technicité et le côté formatage et formatif d'un concours. Donc c'est assez difficile. Mais l'éducation sentimentale est honnêtement un roman assez imposant, je vais pas vous dire le contraire. C'est sûr que c'est un classique qui n'est pas forcément super abordable et qui ne plaira pas à tout le monde. Néanmoins, si ça vous fait pas peur et si vous aimez la littérature du 19e et si vous aimez Flaubert et si vous avez aimé Madame Bovary, ou même si vous n'avez pas aimé Madame Bovary d'ailleurs, l'éducation sentimentale c'est un livre merveilleux qui mérite plusieurs lectures pour en fait déceler, parce que ce qui est intéressant chez Flaubert, je trouve, c'est vraiment le côté non figé de l'œuvre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous saisir complètement de l'œuvre de Flaubert, en tout cas je pense dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale surtout, on peut pas agripper l'œuvre parce qu'il y a une indécision vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des éléments, vis-à-vis de la position de Flaubert. Je pense, alors après c'est mon interprétation de la chose, mais je pense qu'il y avait une réelle complexité et ambivalence peut-être et voilà, un aller, enfin un va-et-vient permanent dans l'esprit de Flaubert, peut-être même inconscient, sur ses rapports avec les personnages, sur ce qu'il avait envie de leur... comment il voulait les présenter. Et donc forcément, des fois on les aime, des fois on les aime pas, après on les re-aime, après on les trouve ridicules, après on les trouve extrêmement touchants, après on les comprend, après on les trouve totalement... on peut pas les comprendre, on peut pas trouver une sorte de similarité entre eux et nous. Similitude, similarité, c'est un anglicisme. Donc c'est ça qui est super intéressant, mais c'est ça qui rend aussi peut-être la lecture complexe. Et aussi le côté historique très présent dans l'éducation sentimentale qui peut décourager certains. Mais voilà, si vous deviez vous poser un challenge pour l'année, l'éducation sentimentale. Vraiment, sans aucune hésitation. Cinquième œuvre, les œuvres de Georges Hénin. Alors Georges Hénin, c'est l'un des auteurs sur lesquels j'ai travaillé pour mon mémoire. Mon deuxième mémoire, c'était sur les représentations du féminin dans le surréalisme japonais, français et égyptien. Et donc pour le surréalisme égyptien, j'ai choisi Georges Hénin, qui est un auteur égyptien, c'était également un journaliste, un poète, etc. Égyptien, francophone, qui a été le chef de file un petit peu du mouvement surréaliste en Égypte, puis qui s'en est distancié, comme beaucoup de personnes qui sont passées par le surréalisme de toute façon. Et je ne le connaissais absolument pas avant de faire mon mémoire. Et je pense que personne ne le connaît vraiment. Néanmoins, en tout cas c'est très dommage parce que il y a une réelle puissance dans son écriture qui est totalement sans compromis. Vous avez des passages qui sont d'une poésie et d'une beauté, d'une délicatesse incroyable, et vous en avez d'autres qui sont extrêmement surréalistes dans le côté violent, dans le côté déstructuré, dans le côté où il y a des revendications claires et nettes qui s'y retrouvent. Enfin, je trouve que c'est une production extrêmement intéressante. Après, c'est sûr qu'il faut aimer ce qui se rattache à la poésie et ce qui se rattache au surréalisme. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, et si vous avez envie de découvrir des auteurs égyptiens, ou si vous vous intéressez à la francophonie, je vous le conseille fortement. Néanmoins, très difficile de trouver ces œuvres. Du coup, moi, j'ai que cet énorme livre où il y a ces œuvres complètes. Mais voilà, Georges Hénin mériterait d'être plus connu, vraiment. Comme le surréalisme en règle générale, j'ai envie de dire, parce qu'à part Dali et Breton, et Miro peut-être, et Ernst, bon, voilà quoi. Et enfin, le dernier livre que j'avais mis dans ma vidéo en anglais, c'était le Surrealism in Egypt. C'est un gros livre qui est plutôt un livre d'art, j'ai envie de dire, sur le mouvement surréaliste en Égypte, comme son nom l'indique. Voilà, si vous vous intéressez au surréalisme, c'est génial. Si vous vous intéressez à l'art égyptien, c'est génial. Voilà, personnellement, c'est sûr que moi, mes recherches portant plutôt sur le surréalisme, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à ce livre.
c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais voilà, je le mets quand même parce que ça a été un des livres les plus marquants pour moi cette année. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les livres que j'ai préférés cette année. J'en ai lu d'autres qui étaient très bien, bien sûr. J'ai lu René Char pour l'agrégation. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Gide aussi, la symphonie pastorale, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Gide, j'aime beaucoup les œuvres de Gide en général. Mais voilà, ça c'était quand même peut-être pas une de mes lectures préférées. J'ai lu Angry Voices, c'est un recueil de poésie contemporaine égyptienne. J'ai trouvé ça intéressant, néanmoins littérairement parlant, c'est pas ce qui m'a touché le plus. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos livres préférés parce que en avril, l'agrégation c'est fini. Sans doute avec un cuisant échec, mais ce n'est pas grave. En tout cas, après 2 avril, je vais lire et relire et relire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse également une vidéo sur les livres que je veux absolument lire en 2018, parce qu'il y a quelques livres, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques livres que j'ai pas lus. Ça fait des années que je veux les lire et il faut que je les lise. Ou que je les relise parce que je les ai lus quand j'étais très jeune et pas vraiment apte à comprendre leur portée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.